On va en parler de ce docu-fiction, Jérôme, avec l'un des fils de Bernard Tapie, Laurent Tapie, est dans Rotten sans flamme. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue dans Merci. Rotten sans flamme. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, Laurent, vous vous êtes déjà exprimé sur RMC, chez Apolline de Malherbe, sur l'intégralité du doc. Pascal Olmeta, qui est là aussi, Laurent. Ça me fait très plaisir de lui parler à Pascal. Ouais. Oui, Laurent, ouais. Alors, avec vous, c'est l'occasion de revenir sur la partie foot vraiment du documentaire. Mais déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission avec Apolline, vous n'êtes pas grand fan du rendu du documentaire. Vous trouvez que c'est un peu gâché vu la vie de votre père? Il ne faut pas appeler ça un documentaire. Un docu-fiction, ouais. C'est une fiction. C'est même pas un docu-fiction, c'est une fiction. Inspiré de faits réels. Voilà. C'est le choix qu'ils ont fait et je trouve qu'il est dommage, c'est ce que j'ai dit chez Apolline, parce que la vie de mon père était tellement riche que pourquoi aller chercher à écrire et à inventer des histoires quand il y avait dans la seule réalité largement de quoi faire cet épisode de très grande qualité. Donc c'est un peu dommage. La partie foot, vous en pensez quoi? C'est pas top parce que là encore, il y avait encore plein d'anecdotes et plein de situations qui étaient bien. Le discours d'avant-match, moi qui en ai vu, c'est pas ce que c'était dans la réalité, c'est un peu cliché. D'ailleurs, mon père croyait pas tellement au discours de groupe, Pascal doit s'en souvenir. Il faisait de l'individuel, c'est-à-dire qu'il me dit les causeries d'avant-match où on explique les gars, ce soir c'est important, faut gagner. Ah bon, parce que les autres soirs c'est pas important, faut pas gagner. Il aimait bien faire de l'individuel. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont quand ils sont sous la pression, sont plutôt inhibés et ils peuvent être même terrassés par la pression. Donc eux, faut les détendre, leur expliquer que c'est que du foot, qu'ils sont là pour se faire plaisir, que c'est une chance incroyable, pour retirer de la pression. Il y a des joueurs qui sont un peu trop à la cool, ou au contraire, faut leur mettre un coup de pression, en disant attends, t'étais pas terrible les derniers matchs, t'étais pas bon là, fais gaffe, ta place elle est pas assurée. Il y en a d'autres derrière. Donc ils faisaient de l'individuel et c'est pas traduit dans la série. Ouais, non, mais moi j'écoute Laurent, et je pense que même Pascal, vous êtes mieux placé que moi pour parler de ça, ces interventions devant le groupe. Moi, j'ai regardé la série ce matin. Alors oui, il y a des faits qui ressortent sur tout ce qu'on sait de l'affaire VAOM, toute la suite derrière. Et ça va contre les valeurs du football. Ça, c'est sûr. Ça va contre mon éducation aussi. Mais n'empêche que moi, je retiens pas ça de Bernard Tapie. Et là, je parle sous le contrôle de Laurent et de Pascal aussi, bien sûr. Même Jean-Michel qui a dû le côtoyer. Ouais, je vais en parler avec Laurent. Mais moi, je retiens. Moi, j'ai eu la chance. Je dis une chance parce que on rencontre pas des hommes comme ça tout le temps. Après, il s'est passé ce qui s'est passé dans le football. Moi, j'étais gamin à cette époque-là et amoureux du football, passionné d'une équipe qui gagne la Coupe d'Europe. Ça, c'est sûr, ça, c'est une certitude. Et pourtant, je parle avec le cœur parisien, tu vois. Mais n'empêche que je pense qu'un mec comme ça m'aurait fait grimper au rideau. J'ai eu la chance de le côtoyer quelques fois, de parler avec lui encore dernièrement avant qu'il disparaisse, qu'il parte malheureusement. Mais il a eu un discours déjà et pourtant il était malade. Franchement, c'était beau de l'entendre et moi j'ai envie de retenir ça, cette réussite-là, plutôt que tout le reste. Bien sûr, et puis il faut aussi rajouter une chose, c'est que le reste... aussi critiquable qu'il soit, c'est pas un cas unique dans le football. Je veux dire, à un moment, faut pas qu'on joue, surtout nous qui connaissons vraiment le football, pas comme le grand public. Il y a des gens, ils vont regarder la série, ils sont dans le grand public, ils connaissent pas le football, ils vont dire regarde, t'as vu quand même ce qu'il fait, machin, etc. Pourquoi il faisait de la déstabilisation ou des choses de ce type? Parce que on l'a subi à notre détriment, nous aussi. C'est-à-dire que quand il perd en demi-finale contre Benfica, un but de la main que l'intégralité des 100 000 spectateurs il a dit maintenant j'ai compris. Il a dit j'ai compris, on ne m'y reprendra plus. Alors sa réponse n'a pas été d'aller ensuite dire aux arbitres je vais vous faire arbitrer en Coupe du Monde. Sa réponse ça a été de prendre Franz Beckenbauer et l'année d'après, Pascal est dans les buts, on est en quart de finale de la Coupe des Champions à domicile, on mène 1-0, le projecteur du stade s'éteint. Si l'arbitre suit strictement la réglementation, il peut arrêter le match et c'est match à rejouer. Sauf que là, mon père, il fait deux trucs. Il fait fermer la trappe pour empêcher les joueurs de Milan de quitter le terrain, parce qu'ils voulaient quitter le terrain. Et il envoie Franz Beckenbauer. Et quand Franz Beckenbauer, il va voir l'arbitre, il a Franz Beckenbauer en face de lui. Il pose le ballon sur le 6 mètres et il dit à Milan, vous rejouez. Et Milan refuse et dit, t'es perdu. 3-0 sur tapis vert. Et là, si on n'a pas Beckenbauer sur ce coup-là,
c'est peut-être l'inverse qui se produit. Donc, et Papin qui est contacté par Milan pour devenir attaquant du Milan AC en 1992, alors que ça se passe juste au moment du quart de finale contre Milan en 91, c'est exactement le coup qui est décrit de mon père avec Amokachi. C'est le même coup. Ouais. Donc, bon, oui, voilà, c'est sur l'affaire VAOM où là, pour le coup, ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Mais pour le reste des pratiques, on peut vous suivre. Ça, je suis d'accord. Bien sûr. Laurent, moi, pour rester sur le terrain, c'est vrai que ton papa, j'ai eu la chance de faire un repas. Il venait de sortir de prison et nous avions fait un repas dans un bon restaurant italien à Paris. Et c'est vrai que dans ce déjeuner, j'ai compris qu'il faisait tout. Et tu n'imagines pas, tu ne penses pas, et notamment sur le plan de l'entraînement et des compositions d'équipe. Alors, je pense que ce qu'il nous a raconté était vrai, et tu ne penses pas qu'il en a fait beaucoup, parce que quand je suis sorti de ce déjeuner, j'ai considéré que les entraîneurs, aussi prestigieux soient-ils qu'il a eu de l'Olympique de Marseille, Laurent, que ce soit Franz Beckenbauer dont tu viens de parler, que ce soit Raymond Goethals qui avait gagné la Ligue des Champions, quand j'ai écouté ton papa, j'ai pas eu l'impression qu'il servait à grand-chose quand même. Non, c'est pas vrai. En fait, il y avait un savant mélange. C'est du vécu, hein. C'est du vécu. Oui, tout à fait. Alors, j'ai 2 anecdotes là-dessus. Et avec le même personnage, parce qu'elle résume bien l'ambivalence qu'il y avait. Raymond Goethals, un jour, on lui a dit bon, mais vous avez pas peur d'être le énième entraîneur de l'OM avec Tapi, il en change tous les 3 mois, etc. Et ça faisait, je sais pas, 3-4 mois qu'il était à Marseille. Et avec son accent, il dit bah, vous savez, maintenant, depuis 3-4 mois que je suis là, j'ai compris, c'est pas vrai qu'il change d'entraîneur. Ça fait 5 ans que c'est le même, en parlant de lui. Ça, c'était Raymond Goethals qui avait répondu ça aux journalistes, ça fait 5 ans que c'est le même. Et dans le même temps qu'il disait ça, c'est lui qui vient voir mon père 2 semaines. Ça aussi, je sais pas si Pascal avait su ça, mais en tout cas, c'est lui qui jouait dans les buts pendant cette période-là. Il vient nous voir, il vient au rue des Saints-Pères. Il demande à mon père à être reçu rue des Saints-Pères. Il dit j'ai un message urgent, il faut qu'on discute de quelque chose. Mon père dit viens Raymond. Il arrive rue des Saints-Pères. On est 15 jours avant le match aller Milan-Marseille. Donc on est en mars 91. Et il vient et il dit je viens vous dire que si on joue comme on joue d'habitude, on va pas battre Milan. Alors mon père lui dit putain, t'es venu de Marseille pour me dire ça, c'est pas une autre bonne nouvelle. Si, la bonne nouvelle c'est qu'on peut changer de jeu et on peut battre Milan. Il dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on joue leur jeu. Il faut qu'on joue comme eux, ramasser tous les 8 joueurs alignés sur 2 lignes, tout compressé sur 25 mètres, avec pas de libéraux. Et on jouait à l'époque avec Moser en libéraux. Et mon père dit mais putain, donc tu veux qu'on joue le hors-jeu? Voilà, on va jouer le hors-jeu. Et il dit on n'a jamais joué le hors-jeu, on a toujours joué avec Moser décroché en libéraux. Il dit on a 2 semaines, on va apprendre, président. Et mon père lui a dit ta carte blanche. Si tu le sens ils ont comme fait ça, que ça pendant 15 jours. En tout cas, pendant 15 jours, ils ont fait que ça avec des cordes. Ouais. Si Pascal peut confirmer, des cordes attachées aux chevilles. Ils voulaient voir les cordes pendues. Ouais, mais c'est pour ça Pascal que avait souvent la corde dans les buts aussi, il sortait jamais. Toi, tu vas la voir ailleurs, mais c'est pour ça que c'est pour ça que on s'entraînait sur ces phases-là, et quand on est à San Siro, 10 minutes de jeu, et entre Casoni, Carlos et moi, voilà, on se regarde, le ballon, on a voulu jouer le hors-jeu, on se fait piéger, on se regarde, on rigole, mais on savait qu'on pouvait revenir, et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Après, pour un joueur, d'avoir passé, j'ai connu Monsieur Lagardère, j'ai connu Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas, eh bien, quand tu rentres sur un terrain ou dans un vestiaire, que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'homme, tout le respect que j'ai pour cette famille, voilà, tu ne pouvais que vouloir gagner. On peut raconter ce qu'on veut. Valenciennes, tu pouvais perdre, mais tu étais déjà champion. Mais il était tellement passionné, comme nous on l'était. Comme je l'ai dit, tu rentres pas dans. Ouais, mais Pascal, tu vois, Pascal, moi j'ai une question à Laurent. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur Valenciennes. Laurent, pourquoi il fait cette connerie contre Valenciennes? Est-ce que tu as une explication? Ah oui, pour le coup, elle est bien. Elle est bien décrite dans la série. Il a peur. Il n'a pas envie qu'on mette pas l'équipe. Il voulait tout. Il en voulait trop. C'était ses excès. Mais ce Laurent, passage-là, j'ai rien à dire. Il est très bien fait dans la série. Bernès lui dit bon, si on est prudent, on joue avec l'équipe B, on préserve nos joueurs pour la finale. Mon père dit ouais, mais l'équipe B, c'est Valenciennes. L'équipe B,
pas sûr quand même qu'on gagne à Valenciennes avec l'équipe B. Et si on gagne pas à Valenciennes, après on soit PSG, si on fait une merde à domicile, j'ai pas envie de prendre le risque que le titre nous échappe. Alors que si on gagne à Valenciennes, derrière, il faudrait que le PSG vienne gagner chez nous, puis qu'on perde le dernier match. Bon, en gros, on est champion. Donc non, moi j'ai envie qu'il y ait les titulaires. Ah ouais, mais vous savez, ils vont jouer dur, ils vont machin, c'est leur seule arme. Eh ben, on va faire en sorte qu'ils jouent pas dur. Voilà. Et c'est là que la ligne jaune est franchie, comme elle n'a jamais été franchie. C'est vraiment sa connerie, ça. Non, mais c'est même pas Laurent, c'est même pas sa connerie. Ah bah si. Non, mais les gars, parce qu'il écoutait trop de monde. Bernard écoutait trop de monde. Ne me fais pas croire ça. Oh non, Pascal, mais je vous fais pas. Non, mais attendez, les gars, pensez ce que vous voulez. Pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'on a l'impression de tout le contraire, en fait, qu'il écoutait que lui. Non, mais je ne te parle pas de tout le contraire. C'est qu'à la fin, quand lui-même, je l'ai côtoyé, il arrivait dans les vestiaires que le pauvre Raymond avait déjà fait la feuille avec les schémas de déplacement, etc. Bernard, il tournait la feuille et puis il disait, bon les gars, c'est comme ça, parce que quelqu'un lui avait dit que c'était comme ça et comme ça. Il avait tellement cette passion, et puis voilà. J'ai passé 3 ans, j'ai perdu une finale, j'étais dans les buts et j'en ai gagné une. Oui, le prochain club qui fera ça, venez me le dire. Laurent, est-ce que tu penses, tu as la garantie qu'il n'y a eu que VAOM ou qu'il y a eu d'autres choses avant Il n'y a rien eu d'autre. Écoute, franchement, je pense franchement pas qu'il y ait que ce soit eu d'autres, parce que d'abord c'est cette circonstance qui était exceptionnelle pour qu'il aille aussi loin. C'est vraiment qu'il voulait préserver ses joueurs à 3 jours de la finale de la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autres matchs où il y avait une configuration pareille. Donc non, franchement, une corruption, je pense pas qu'il y en ait jamais eu une autre. Après, il y avait de l'intox, il y avait plein de trucs, et c'était un diable là-dedans. Ah oui. Mais ça pour moi, c'est presque du jeu. Je veux dire, il y a des gens qui vont s'offusquer. Le coup de Pelé avec le sida, il l'évoque dans la série en disant juste, vous avez pris Pelé en faisant croire qu'il avait le sida. Ils disent juste ça en une seconde. Mais il était magnifique, ce coup-là. Il était magnifique. Il y a des gens qui trouvent ça moralement répréhensible. Laurent, excuse-moi de te couper, mais non, mais c'est vrai sur Pelé, t'as raison, mais excuse-moi, mais Jean-Pierre Bernès qui a dit qu'il y avait un budget corruption. Il a reconnu devant un juge l'existence d'un il a reconnu devant un juge l'existence d'un système de corruption, une caisse noire avec un budget annuel de 5 à 6 millions de francs. Non, mais ça c'est n'importe quoi. D'abord, Bernès n'a jamais dit ça. Et alors, comment on pourrait avoir un budget? Ça, c'est la meilleure de l'année, parce qu'un budget, il n'y a qu'un mec qui a jamais fait d'entreprise pour faire ça, donc c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est mon métier, ça. Ouais. Donc quand vous faites un budget, vous êtes obligé d'avoir des cases où vous mettez vos budgets, et puis après, dans votre compta, ça figure. Donc il faudra m'expliquer comment on peut budgéter de la corruption. Par définition, le seul truc qu'on peut pas budgéter dans un budget, c'est de la corruption. Ça doit apparaître nulle part, ça doit être que du liquide. Donc ça se budgétise pas, c'est n'importe quoi. Bon. Non, dernière question, Laurent Tapie, avant de vous libérer. Où en est cette statue de votre père? Il faut qu'elle voie le jour. On en est que j'ai levé les 2/3 des sommes. Donc je suis content d'être aux 2/3, mais il m'en manque un tiers quand même. Donc j'en profite sur votre antenne pour dire que tous ceux qui aimaient mon père, ou même ceux qui l'aimaient pas, mais qui pensent qu'il mérite quand même qu'il y ait quelque chose qui reste après lui, parce que c'est quand même unique. Hein. Bien sûr. Quand Francis Borelli meurt, il y a une tribune Francis Borelli. Quand Louis Nicolin meurt, Montpellier annonce que le prochain stade s'appellera le stade Louis Nicolin. Et quand le seul président qui a ramené la Ligue des Champions meurt, il n'y a rien, zéro, rien. Il n'y a ni le centre d'entraînement, ni une tribune, ni rien. T'en veux au club de ça? Ou à la mairie, peut-être? Bien sûr. J'en veux, mais attends, j'en veux à la terre entière, moi, tu sais, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est du négatif et ça sert. Mais c'est au club surtout que t'en veux, en fait. J'en veux un peu à tout le monde et à personne. Voilà. J'en veux à tout le monde et à personne. Au final, ça va bien se dérouler. J'ai mis un bon petit coup de pression à la mairie pendant des mois. À la fin, je rentrerai pas dans les détails. J'ai obtenu ce que je voulais. Voilà. C'est-à-dire que cette esplanade sur laquelle se trouve le stade Vélodrome s'appellera l'esplanade Bernard Tapie quand j'aurai le monument. Donc quand on va installer le monument, on fera une cérémonie d'inauguration, on lèvera le voile sur le monument et à ce moment-là, l'esplanade devient officiellement esplanade Bernard Tapie. Voilà. Bon, comme ça, t'as gagné. Oui, mais il a fallu que ce soit moi qui le fasse. Oui, c'est triste, mais bon, c'est bien. En tout cas, on lance un appel pour récupérer encore un tiers de la somme. Exactement. À jamais les premiers.org sur Internet. À jamais les premiers.org. Voilà.
Voilà. Ok. Et puis quand Paris va gagner la coupe, vous nous le direz. Non, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas la question, Pascal. Non, il a raison, Pascal, on s'en Non, fout pas. on s'en Merci fout pas. Laurent Tapie. Merci, d'être Bon, venu sur merci Laurent, en RMC. tout Salut, cas, Laurent. et reviens quand tu veux. Ouais, c'était un grand plaisir. Voilà. Et Merci. j'adorais l'époque où c'était Jean-Michel qui faisait les commentaires avec Thierry. Pour moi, il n'y a, Laurent, jamais juste eu pour- un duo aussi génial que celui-là. c'est gentil. Écoute, lance une souscription pour qu'il vienne et qu'il revienne. Non, mais en parlant de Faire souscription, revenir Thierry, ça sera compliqué par Oui, contre. c'est hein. compliqué. Non, mais Jean-Michel. Non, ou une statue pour Jean-Michel devant RMC, nous on peut organiser. Ouais, ça. à propos Bah, de- à Saint-Etienne, propos ils de auraient pu statut. lui faire une statue. Ah à oui, Jean-Michel, oui. hein. Ah bah oui. à propos de statut, messieurs, Oui. puisque je vais rebondir sur Ah ce non, que tu vas disait rebondir dans Laurent une seconde, Jean-Michel. Tu vas Je suis rebondir parce désolé, qu'il va mais il y a falloir une te payer. pub. On remercie Laurent Tapie Merci et Laurent, puis on en tout rebondit cas. dans une seconde.